La bourse en temps réel. Puis les résultats d'entreprise qui sont quand même là aussi peut-être le point d'ancrage fondamental pour les investisseurs aujourd'hui dans cette phase d'incertitude. On voit des marchés américains qui cèdent un peu de terrain aujourd'hui. C'est vrai que la séance d'hier a été un peu chaotique avec un marché américain qui s'est retourné en toute fin de séance. On perd 1% sur le Dow Jones après une demi-heure de cotation et on retrouve Grégory Volokin en duplex depuis le Nasdaq, depuis Mescart Financial Services, tout simplement sur la 5e avenue à New York. Grégory, c'est intéressant. Il y a deux économies là qui entrent en friction. Il y a Amazon d'un côté, Caterpillar de l'autre. Là, ça fait partie des grands groupes emblématiques, chacun dans leur catégorie, qui ont publié leurs résultats. On peut commencer avec Amazon, peut-être, Grégory, et une performance impressionnante. Oui, absolument. Et il ne faut pas dire que tout le monde s'y attendait, parce que il y avait beaucoup de commentaires sur Amazon qui disaient ils ont fait un très très gros effort en fin d'année. Amazon, c'était d'assurer la livraison sur 24 heures à tous leurs membres Prime Member. Donc vous aviez des analystes, j'en faisais pas du tout partie, mais vous aviez des analystes qui disaient attention, les coûts vont beaucoup augmenter, vont flamber pour Amazon. Résultat, non, pas du tout. Parce qu'en fait, cette initiative de livraison dans les 24 heures, non seulement ça a attiré beaucoup de nouveaux clients, actuellement le chiffre de Prime Member, qui sont des gens qui payent des abonnements de pratiquement $100 par année, est de 150 millions. C'est très très fort. Il y a une année, on en était tout juste à 100 millions. Et les ventes ont explosé, alors qu'on voit quand même un ralentissement de la consommation aux États-Unis sur les derniers mois. Pas du tout du côté de Amazon. Alors ça, c'est le côté de consommation chez Amazon. Évidemment, il n'y a pas que ça. Très, très, très belle performance de toutes les activités dans le cloud, AWS, avec là aussi une crainte qui existait. Pour pouvoir progresser dans le cloud, il faut faire des gros investissements. Amazon les a fait, mais ça ne nuit ni au profit, ni aux marges. Et dernière chose, et on n'en parle toujours pas assez, je dirais, la montée en puissance de la publicité sur Amazon, qui est maintenant à plus de 4,5 milliards de revenus par trimestre. Cette publicité, on parle toujours de Google, on parle de Facebook. Amazon va sûrement, d'ici, je dirais peut-être une année ou deux, rejoindre ces deux grands comme étant un des acteurs principaux de la publicité sur Internet. Donc, difficile de dire qu'il y a un seul côté négatif sur les résultats de Amazon. Il n'y en a absolument pas. Et tous les brokers de Wall Street ce matin, ceux qui y croyaient, ceux qui y croyaient pas, tous mettent maintenant des objectifs de $1,500–3,000 sur l'action. On est à $2050 sur le titre Amazon qui vient donc compléter le club fermé des groupes dont la capitalisation boursière dépasse les 1000 milliards. La capi boursière d'Amazon avait déjà franchi les 1000 milliards en séance, je crois, en fin d'année dernière. Mais c'est vrai que le score n'avait pas été tenu en clôture et donc pour rentrer dans ce club fermé des groupes à plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, il faut tenir en clôture. On compte bien sûr Apple, Microsoft évidemment et Alphabet Google qui flirte là aussi avec les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière en ce moment. Alphabet Google qui publiera ses résultats lundi après la clôture des marchés américains, donc lundi soir. L'histoire de Caterpillar est sans doute plus compliquée, Grégory, avec des vents contraires qui s'accumulent. Le groupe souffrait déjà beaucoup des tensions commerciales. Se rajoute à cela les impacts potentiels liés au coronavirus. Quel est le message délivré par Caterpillar aujourd'hui, Grégory ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de surprise ni sur les résultats ni sur le message, parce que il faut se rappeler quand même que Caterpillar, tout en étant une grande entreprise américaine, est une des plus exposées à l'étranger. Plus de 50% de ses revenus viennent de l'Asie et de l'Europe. Dans l'Asie, évidemment, vous avez la crise du coronavirus, et l'Europe, vous en parliez même ce matin, une croissance ou très faible ou très négative, ou un peu négative. Donc, très difficile pour Caterpillar, dans ces circonstances, d'avoir des excellents résultats. Et évidemment, la guidance c'est toujours la même chose. Il y a une inconnue, et ça va être l'inconnue dont on va parler le plus sur les prochaines semaines. L'inconnu, c'est combien de temps cette crise du coronavirus va durer, est-ce qu'elle va s'aggraver et quand est-ce qu'elle aura des impacts importants, par exemple, sur les commandes d'une compagnie telle que Caterpillar. Et puis l'autre chose, c'est l'exposition de Caterpillar au secteur de l'énergie.
Et si on en parle tout à l'heure, par exemple, avec les résultats d'un Exxon ou d'un Chevron, on verra que ce secteur de l'énergie ne va pas très bien pour de nombreuses raisons. Et là, Caterpillar, évidemment, est très exposé aussi. Bon, Caterpillar, le titre ne fait pas grand-chose. Il baisse quand même. Il baisse de 1% actuellement, ce début de séance à New York. Alors sur le secteur énergétique, effectivement, c'est une journée de publication importante. Vous avez dit Exxon et Chevron. Alors, au-delà de la crainte qu'on a d'un choc de demande sur la demande chinoise, évidemment, quels sont les problèmes, les autres problèmes, j'allais dire, de ces grands groupes pétroliers américains, Grégory? Mais en fait, que ce soit Exxon, Chevron et bien d'autres, le problème est le même. Sur des années, ils ont fait des très 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 gros investissements. Dans quelle direction? Dans la direction évidemment du fracking avec le pétrole de schiste. Mais qui dit fracking dit aussi faire des investissements dans l'extraction de gaz et de gaz naturel. L'un va avec l'autre. Or, il se trouve que depuis, je dirais, 5 ans, au moment où ces très gros investissements, on parle de dizaines de milliards de dollars, ont été faits par ces deux compagnies, le gaz naturel est passé d'un prix de 5 dollars l'unité de compte britannique à 1,80. Donc, le prix a été divisé pratiquement par 3. Alors l'impact pour les majors pétroliers est très très important parce que évidemment quand ils vendent le gaz, ce gaz ils le vendent 3 fois moins cher qu'ils l'ont payé, c'est très facile à comprendre. Et puis l'autre chose évidemment, ça a un impact sur les marges dans leurs activités chimiques, dans leurs activités de raffinage. Et puis ils sont aussi assez déçus pour une simple raison, c'est que le fracking est en train de ralentir dans tous les États américains où cette croissance était importante. Heureusement, ils ont compris que maintenant, comme il y a quand même beaucoup de production, c'est pas le moment de continuer à augmenter fortement la production. Donc, en plus, avec un environnement de pétrole où les prix sont plutôt en baisse, tout ça, c'est vraiment beaucoup de vent contraire pour ces grosses compagnies pétrolières. Et ne parlons alors surtout pas de l'avenir dans 20 ou 30 ans de l'énergie. D'abord parce qu'on n'en sait pas grand-chose, mais ça va plutôt dans un sens où les énergies propres et renouvelables, petit à petit, vont remplacer le pétrole. Alors évidemment, ça, ils parlent pas de ça. Ils n'en parlent absolument pas dans leurs résultats, mais c'est en tout cas dans la tête de la plupart des investisseurs. C'est la tendance ISR, ESG que vous pratiquez également chez Mescart aux États-Unis, Grégory, je crois effectivement. Ce sont un type d'investissement, une catégorie d'investissement qui est beaucoup moins à la mode aujourd'hui, à commencer chez les plus grands investisseurs de la planète. On parle du secteur pétrolier en l'occurrence. Un mot d'IBM, bien sûr, Grégory. Alors, je sais jamais comment prendre la hausse d'un titre quand on annonce le départ de son patron, de sa patronne en l'occurrence, Ginny Rometty. Sans doute, le marché se dit qu'il y avait peut-être besoin de changement. Ça faisait 8 ans que Ginny Rometty était à la tête d'IBM. Pourquoi part-elle maintenant? Quel est le sujet et que peut-on dire de son remplaçant? Écoutez, ça va faire plaisir aux Français. Il y a aussi un âge limite de retraite aux États-Unis, et surtout dans cette compagnie IBM, l'âge de la retraite est de 60 ans. Bon, c'est quand même très jeune. Et Madame Rometty, elle avait 62 ans, donc on peut toujours prolonger quand on est un CEO, mais il y a un moment où cet âge limite peut-être a été atteint pour elle. Non, plus sérieusement, sur 8 ans, je crois, où elle a été CEO, il y a eu pratiquement 8 ans de baisse des revenus. La première fois que les revenus ont augmenté de nouveau, c'était il y a quelques jours quand IBM a publié ses résultats. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Non, IBM, c'est un monstre qui s'est positionné depuis très peu de temps en fait dans des activités d'avenir. Et quelles sont les activités d'avenir pour les monstres informatiques? Évidemment, c'est le cloud. Alors on peut dire IBM, c'est la compagnie qui a pris le virage le plus tard. Imaginez que un Microsoft les a dépassés déjà depuis très longtemps dans ce domaine. Qu'il y ait un changement à la tête, c'est pas tellement étonnant. Et la réaction du marché, moi, je la trouve toujours un tout petit peu naïve. C'est-à-dire, bon, c'est bien d'avoir du sang neuf, mais est-ce que ce sang est vraiment neuf? D'abord, c'était un employé de IBM. Il y a même déjà des critiques qui disent, mais pourquoi ils n'ont pas été cherchés ailleurs? Et puis l'autre chose, c'est que c'est un paquebot qui est très, très, très lourd. Et c'est pas parce qu'une personne nouvelle sera à la tête de ce paquebot que le virage va être très rapide.
Bon, on verra ce que Arvind Krishna apporte donc à IBM. Il vient du cloud d'IBM et il va donc remplacer la PDG Ginny Rometty qui quitte la tête du groupe après 8 ans de service. Grégory, oui, alors sur le coronavirus, tiens, il y a un élément intéressant. Facebook prend très au sérieux toutes les informations plus ou moins fausses d'ailleurs, qui peuvent être diffusées sur sa plateforme autour du coronavirus, que ce soit des méthodes de prévention, des soins magiques ou autres. Facebook est en train de prendre là des mesures immédiates pour essayer de réguler justement toute l'information qui circule à travers ces plateformes au sujet du coronavirus. Oui, alors soyons réalistes. Je pense que c'est une très bonne initiative de la part de Facebook, mais c'est surtout, une fois de plus, une initiative de communication. On critique tellement Facebook sur le contenu avec ce grand nombre de fake news, comme dirait notre ami Donald Trump. Donc pour Facebook de montrer que là, alors qu'il y a une crise sanitaire, une crise d'inquiétude très importante dans la population par rapport au coronavirus, que eux prennent des mesures, je dirais, c'est que quelque chose qui peut être bienvenu. Il ne s'agit pas de faire peur aux gens, mais il ne s'agit pas non plus de donner des faux espoirs avec des faux traitements qui pourraient être très souvent aussi des escroqueries. Donc je dirais, cette position, peut-être que c'est de la communication, mais c'est certainement une position raisonnable de la part, n'oubliez pas, d'une source de nouvelles, parce que les gens, de plus en plus, on parlait l'autre jour des journaux aux États-Unis, mais le plus en plus, les gens prennent leurs nouvelles sur les réseaux sociaux directement. Et qui dit réseaux sociaux, ça veut dire que on est consommateur de nouvelles sur Facebook et sur Google. Donc, essayons quand même que ces nouvelles, on puisse un peu les croire. Donc, je dirais que c'est une bonne initiative où on ne censure pas, je dirais, ni les opinions, ni la parole de quelconque, puisque là, c'est plutôt éviter des fausses nouvelles qu'autre chose. Merci beaucoup Grégory, merci pour vos commentaires quotidiens sur l'actualité des marchés américains. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, avec nous en duplex depuis New York tous les jours dans Intégral Bourse dès 16h. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à